comme attendu, la Banque d'Israël a baissé cette semaine son taux de 0,25%. C'est surtout sensible pour ceux qui ont emprunté des prêts hypothécaires, ce qu'on appelle mashkantaot. Et nous retrouvons, comme chaque semaine, Dr Guggenheim, Daniel Guggenheim, pour la chronique économique de Studio Qualita. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on va commencer avec un premier sujet dont on a parlé et dont surtout on attendait beaucoup, cette baisse des taux d'intérêt, puisque la Banque d'Israël a annoncé une baisse des taux d'intérêt pour le moment assez réduite, puisque c'est 0,25% pour le moment, mais c'est déjà une première chose, on va dire. Tout à fait. Par vos deux phrases, vous avez résumé tout le sujet. Vous avez dit et attendu, et tout le monde en a parlé. C'est effectivement, ça a été ça le titre de la presse économique cette semaine. Cette baisse de 0,25%, comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez ajouté pas grande, effectivement, mais il faut voir que ça fait presque 2 ans qu'il n'avait pas touché, qu'il n'avait pas bougé. Il était à 4,75, après il y a 2 ans à peu près, 23 mois, il avait passé à 4,5, maintenant il passe à 4,25. Il faut d'abord savoir que, généralement, quand vous allez dans une banque, vous allez dire, bon, là maintenant la Banque d'Israël a fait 4,25, donc vous me donnez un prêt à 4,25. Dans les banques, on appelle ce qu'on appelle le prime, c'est le taux bancaire. Et toujours, ça doit être quelque chose d'historique. Ils prennent généralement 1,5% en plus du taux de la Banque d'Israël. Donc maintenant, au lieu de payer du 6% plus quelque chose sûrement, vous allez commencer à 5,75. Alors, on dit aussi c'est pas énorme, mais là où ça a, à mon avis, beaucoup d'impact, c'est sur les prêts hypothécaires. Vous savez, les prêts hypothécaires qui sont sur 20, en hébreu mashkantaot, qui sont sur 20-30 ans. Là, il s'agit peut-être des centaines de shekels par mois parce que c'est des grosses sommes là-bas qui sont en jeu. Et donc, ça, c'est une première chose à dire. Lui, la Banque d'Israël a dit la chose suivante. Les murs dans lesquels il prenait la décision avec son comité étaient des murs étanches. C'est-à-dire des murs, au contraire, qu'on peut pas entendre ce qui se passe derrière. Il voulait dire dans le sens figuré qu'il y a eu beaucoup de pression depuis très longtemps pour qu'il baisse le taux. Parce que depuis un certain nombre de temps, d'abord l'inflation était rentrée, ça fait déjà 2-3 mois, stable, dans ce qu'on appelle entre 1 et 3%, la stabilité était autour de 2,5 maintenant, avec une prévision de seulement 2% dans les 12 prochains mois, donc il n'y avait pas tellement de raison. Le shekel s'est beaucoup renforcé ces derniers temps. Là, ces quelques jours, ça a un peu changé, mais quand même, on a eu un dollar qui était même en dessous de 3,20. Bon, maintenant, ça peut remonter autour de 3,30. L'euro était même à 3,70. Il est monté maintenant autour de 3,80. Mais enfin, c'est quand même des choses qui sont pas ce qu'on a eu pendant la guerre. Et d'un autre côté, les chiffres indicateurs de l'économie sont bons. On a une bonne croissance. On avait 12% la semaine dernière. Un chômage très faible. On n'est jamais arrivé à 150 000 personnes, 150 000 postes qui ne trouvent personne. Donc c'est vraiment, la machine marche bien, mais il n'avait pas d'autre possibilité que de quand même baisser son taux. J'ai aussi rappelé que la Banque d'Israël utilise un modèle qui dit révolutionnaire au niveau mondial pour prévoir ce qui se passe vraiment. Il a pris 1600 décimes d'heures qui se trouvent par l'INSEE israélien, où là-bas il leur pose des questions, pas sur ce qui va se passer, mais sur ce qu'ils sentent maintenant. Ils ont dit que ça donne beaucoup de bien meilleurs résultats. Ça lui permet de savoir online sur ce qui se passe. Dernière chose, pour les prochains mois, la prudence. Il a voulu dire que ne vous attendez pas à ce que ça va pas être tous les mois. Voilà, exactement. D'abord, la prochaine fois, c'est qu'en janvier. Et il a dit, il pense que l'année prochaine, dans 1 an, on aura un 0,5% en moins. C'est à peu près ce que il entrevoit, à moins qu'il y ait une grande différence, à moins qu'il y ait quelque chose qui se compte. Et la bonne nouvelle, quand même, pour les consommateurs et surtout pour ceux qui ont des prêts hypothécaires, c'est qu'ils vont légèrement baisser, mais comme vous l'avez dit, Daniel, c'est sur 10 ans, 20 ans, et donc ça fait des sommes très importantes en fin de compte. L'autre sujet que nous allons aborder, ça concerne la ville de Jérusalem qu'on aime tellement et qui va rembourser 50 millions de shekels de Arnona qui ont été prélevés en trop. Oui. De quoi il s'agit? C'est 13 000 personnes à qui on va rembourser, donc comme vous l'avez dit, un surplus d'Arnona. Ceux qui se promènent à Jérusalem, on voit un grand changement d'urbanisme. Vous voyez des quartiers entiers, Kiryat Yovel ou autres, Kiryat Menachem, et même partout, quoi, dans le nord, dans le sud, complètement rénovés, des endroits où c'était des vieilles maisons que maintenant on en fait des tours, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut dire la vérité, c'est que la ville investit aussi également de l'argent là-dedans, dans des parcs, dans des choses comme ça. C'est pas seulement les maisons elles-mêmes qui sont faites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La ville de Jérusalem, pour cette raison-là, avait décidé que tous les appartements rénovés
à partir de 2020, c'est quoi ça dit rénover? C'est pas une tour qu'on fait. Il y a deux sortes de tamash, comme on dit, c'est-à-dire rénovation. Soit vous cassez, ce qui se passait, ce qui se passait avant, c'est l'agrandissement. Plutôt. Oui. Maintenant, c'est, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est beaucoup moins, mais, c'est l'agrandissement. Et donc, le rénovation, par rénovation, on ajoute un mamad, comme vous dites, on ajoute, donc une pièce de sécurité, on fait des ascenseurs, etc. Et on renforce surtout la maison. Maintenant, donc ces maisons ont été rénovées. Chez Monsieur Intel, au numéro 6, c'était rénové. Au numéro 4, n'était pas rénové. Il a vu, celui qui a été rénové, a vu tout d'un coup sa Arnona pour l'année 2025 passer de 4800 shekels à 8000, plus de 8000. Et alors que son voisin était resté de la maison à côté était resté à 4008. Il n'était pas du tout d'accord. Et donc, ils sont allés en justice à la Cour suprême, le Bagatz. Il faut dire que c'était clair que ça serait accepté parce que c'est quelque chose qu'on appelle en hébreu pamidati, c'est-à-dire on peut pas tout d'un coup augmenter très très fort comme ils l'ont fait. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est immédiatement quand ils ont vu ça et la ville de Jérusalem et le ministère de l'Intérieur, on dit au Bagatz, ne commencez pas à discuter là-dessus, on se plie, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va décider que cette augmentation, au lieu d'être sur une année, va être graduée sur plusieurs années, donc ça sera beaucoup moins fort, et en attendant, nous allons rendre donc cet argent, ils ont parlé de 45 jours, ou bien pour ceux qui voudront dans ce qu'ils auront à payer en 2026, donc c'est une bonne nouvelle pour cela. Une dernière phrase que je voudrais dire à ce sujet, c'est que je sais qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je me base d'abord sur ce qu'on appelle le mandat de Jérusalem. Souvent, celui qui est chargé, l'architecte de Jérusalem, qui est chargé d'accepter les nouveaux plans, il fait deux fois des critiques en disant, mais attendez, faut voir aussi le quartier, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, si on ajoute des tours et des plein d'étages et des gens qui vont venir, est-ce que les infrastructures qui sont à côté peuvent tenir ou pas? Peuvent tenir ou pas? Et c'est un problème. Et des fois, souvent même, des progrès gigantesques sont un peu baissés. Par exemple, il y avait un projet à côté de Herzl, du cimetière, qui a été accepté cette semaine. Ils ont baissé de 2 étages. C'est pas énorme, c'était 40 au lieu de 42. Mais disons, il y a quelque chose qui se fait. Il y a aussi la beauté de la ville qui peut changer, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Je pense que le fait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, d'accord? Et je pense que la ville, mais c'est normal aussi économiquement, elle est intéressée à ce qu'il y ait des grandes rentrées d'argent à cause d'Arnona. Mais donc, les décisions qu'elle va prendre au niveau de l'urbanisme sont peut-être pas les bonnes décisions pour les habitants ou au niveau général pour Israël. Il faut le bon équilibre. Il faut le bon équilibre. Et à mon avis, l'équilibre serait que le ministère de l'Intérieur, on l'a vu au moment du Covid, est beaucoup intervenu au niveau des villes au lieu qu'ils ne pouvaient plus payer l'Arnona, ils ont dit, nous, on va vous payer l'Arnona à la place. Et ils le font d'ailleurs souvent dans des villes faibles, ils payent. Donc, il faudrait, cet équilibre que vous parlez, peut-être, à mon avis, ça serait par une intervention plus importante du ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'il faut que ça vaille dans l'esprit des gens parce que sinon on risque d'avoir dans plusieurs années catastrophe urbaniste. Alors, on va parler maintenant d'une décision qui concerne plus les fonctionnaires israéliens, avec une décision révolutionnaire du tribunal de travail. Oui, tout à fait. De quoi il s'agit? En Israël, il existe un ancien régime pour les fonctionnaires qu'on appelle en hébreu pensia taktivit. On dirait en français retraite par répartition. Et c'est-à-dire, c'est les jeunes qui payent pour les vieux. Quoi qu'il arrive, on reçoit les derniers salaires. Et puis, depuis plusieurs années, même je dirais plus ou moins les années 2000, on a ce qu'on appelle, même pour les fonctionnaires, pensia tzoveret, c'est-à-dire par capitalisation. Ce qu'on cotise, on reçoit après. Exactement. On est envoyé à la bourse. Maintenant, il y a même plus des obligations qui sont données par l'État pour le couvrir. Il y a ce risque de ne plus être couvert par l'État a été calculé tous les 5 ans, etc. Mais disons, c'est vraiment la capitalisation, c'est quelque chose de risqué. Mais comme vous dites, on cotise soi-même dans celle de répartition en Israël. À peine les fonctionnaires commencent à payer, mais c'est 2-3%, c'est beaucoup moins qu'un salarié normal. Alors, qu'est-ce qui s'est trouvé? Il y a beaucoup, ça concerne surtout les gens qui étaient professeurs et qui étaient affiliés au ministère de l'Éducation. Ils recevaient donc une pensia taktivit, c'était l'ancien régime. Mais ils ont été, disons, il avait quelques heures en plus. Il avait été aussi travaillé dans une ville, dans une municipalité, dans une région, peu importe, en tant que aussi quelqu'un auxiliaire dans l'éducation. Donc, lui, il a cotisé pensia taktivit, donc par répartition, l'ancien régime, et pensia tzoveret par capitalisation. Et donc, ils sont venus, cette personne qui a dit, elle a dit, moi,
écoutez, je sais qu'il y a un plafond normalement pour ce qu'on appelle la pension taxe civile, parce que c'est normal, parce que l'État veut pas, même si quelqu'un il a pu travailler dans plusieurs endroits, il va stopper, il va mettre un plafond à ce qu'il peut recevoir en retraite, parce que c'est pas, sinon il va recevoir doublement. C'est pour ça que c'était prévu. Mais il a dit c'est différent. Là, c'est moi qui cotise aussi en partie. Ouais. Alors, ils sont allés d'ailleurs en première instance, et la première instance avait refusé. Mais là, ils sont allés vers ce qu'on appelle, en hébreu, il faut savoir, il y a une possibilité de recours, Bedin Artsi Lavoda. C'est quelque chose de tout le pays qui dit, non, il avait raison. Dans ce cas-là, je regarde pas comment la loi est fixée. C'est vrai que la loi, normalement, fait une plafond pour la taxe civile, mais là, on a un nouveau champ de régime. Il faut que je revoie, moi, le tribunal, je dois expliquer la loi de ce que les députés ont voulu, ce qu'on appelle en hébreu, Tachliti. Et donc, il avait décidé, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de plafond pour ça. Il faut que l'État, pour cette personne-là et pour toutes les autres personnes qui sont dans le même cas, doit recalculer tous les chiffres, lui redonner rétroactivement l'argent qu'il aurait dû, plus indexation, plus intérêt. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire et qui va sûrement intéresser nos auditeurs qui sont professeurs. Et on va terminer, comme vous l'aimez, par une success story, hein, une réussite israélienne, puisqu'il s'agit d'une start-up israélienne, Top Gum, qui transforme les vitamines en bonbons et qui s'envole littéralement à la bourse. Nous aimons, comme vous le dites aussi dans cette dernière partie de l'émission, parler des rêves israéliens comme des contes de fées. Quelqu'un qui a commencé sa vie, il s'appelle Chayoun, en vendant des sabras et en étant directeur du mini-market à Ashdod, a fait justement cette start-up. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous l'avez dit, il a pensé que pour que les gens puissent manger les vitamines et tout ce qu'il faut, il faut leur faire aimer ça. Tout ce qu'on appelle les compléments alimentaires, on va leur faire aimer ça, et il l'a fait avec du goût, comme un bonbon, et exactement le mot que vous avez dit, en hébreu matok, quelque chose qui est doux. Et c'est un succès fou. Alors, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il est allé au Canada, il s'est acheté une boîte qui produit une partie de ça, ce qui lui a permis aussi d'aller sur le marché américain. Il est sûrement maintenant sur le marché américain. Et également, il faut le noter, il a fait maintenant récemment, c'est un des premiers qui a fait ça, une entreprise, une usine à Sderot, donc dans ce qu'on appelle Autef-Aza. Donc c'est très bien qu'il ait fait ça maintenant. Il emploie là-bas 400 personnes, donc c'est aussi, il faut le noter. Et alors pourquoi j'en ai parlé? Parce que cette semaine, après la publication des résultats du troisième trimestre, il s'est envolé en bourse. D'abord, depuis le début de l'année, il a déjà 40% en plus, mais c'est dû à son chiffre d'affaires qui a augmenté de 100% et son bénéfice de 400%. C'est une société qui vaut à la bourse maintenant 1,2 milliard de shekels. Pour quelqu'un qui a commencé par vendre des sabras, c'est bien. Voilà, très bien. Merci en tout cas, Daniel, pour cette belle histoire. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la chronique économique de Studio Kalita. Bonne journée, bonne semaine. Merci.